Mon père a levé son verre et a dit, « Certains enfants rendent fiers. D'autres ne font que prendre de la place, tout le monde a ri. » J'ai souri et j'ai dit, « Heureusement que je viens d'avoir mon propre chez moi à 3000 miles d'ici. » Ne t'inquiète pas, tu ne vas jamais. Mon père a levé son verre, comme s'il s'apprêtait à bénir la pièce, mais au lieu de cela, il a déclaré, « Certains enfants vous rendent fiers. D'autres ne font qu'occuper de l'espace. » La table a éclaté de rire. Mon frère a eu un sourire narquois. Ma mère a baissé les yeux. Et moi? Je lui ai simplement rendu son sourire, à cet homme qui avait passé toute sa vie à faire semblant que j'étais invisible, et j'ai répondu, une bonne chose que je vienne d'avoir mon propre chez moi, à 3000 miles d'ici. La pièce est devenue silencieuse, les fourchettes se sont figées en l'air. Il pensait que c'était le moment où tout avait changé. Mais il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà découvert, ni de ce que j'allais exposer. J'ai grandi dans une maison où la fierté avait une forme, un son, une direction précise, et elle n'était jamais dirigée vers moi. De l'extérieur, notre maison à Indianapolis ressemblait à n'importe quelle autre demeure tranquille de banlieue. Les voisins faisaient signe depuis leurs allées, les enfants faisaient du vélo dans la rue, et chaque automne, les érables illuminaient le quartier comme une carte postale. À l'intérieur, cependant, tout tournait autour de la définition de la valeur selon mon père, et cette définition commençait, et finissait, avec mon frère, Mason. Il était l'enfant chéri, bien avant que l'un de nous ne comprenne ce que cela signifiait. Ses trophées de football bordaient le couloir comme un sanctuaire brillant, poli chaque dimanche. Mes certificats, eux, vivaient dans des tiroirs, empilés sous de vieux manuels. Papa avait l'habitude de taper dans le dos de Mason si fort que le bruit remplissait la maison. Quand je rentrais avec un prix de science, il disait simplement, « C'est bien, Nora. Ne fais pas en sorte que ton frère se sente mal. » Une vie de petites coupures, livrée avec un sourire. Maman n'était pas cruelle, juste effrayée par le conflit. Elle pliait les serviettes quand papa élevait la voix, remuait des casseroles qui n'avaient pas besoin d'être remuées, et chuchotait, « Laisse tomber, mon cœur. » Son silence faisait plus mal que tout ce qu'il pouvait dire, car il m'a appris très tôt que mes sentiments prenaient trop de place. Le sous-sol est devenu mon refuge. Il sentait le métal, la poussière, et la sécurité. Alors qu'en haut, l'écho des moments forts de SPN et des victoires de Mason résonnait, le bas m'appartenait. Je réparais des radios cassées, je reconstruisais des claviers bon marché, je soudais des fils jusqu'à ce que mes doigts picotent. Les machines se fichaient des favoris. Elles ne s'intéressaient qu'à une chose, si vous les écoutiez. Grand-mère et les Lanard étaient la seule qui m'écoutait de cette façon. Elle venait le samedi, avec des pâtisseries chaudes et un regard encore plus chaleureux, s'intéressant à n'importe quel projet qui encombrait mon établi. « Tu vois le monde différemment, Nora, disait-elle. Ne laisse personne te dire que c'est mal. » Elle le disait doucement, comme si elle savait que ma maison n'était pas un endroit où la douceur durait longtemps. À mes 18 ans, j'avais perfectionné l'art d'être silencieuse et utile, la combinaison préférée de papa. Quand j'ai été accepté dans un programme d'ingénierie de premier plan à l'autre bout du pays, il a à peine levé les yeux de son journal. De loin, il a marmonné, « Débrouille-toi toute seule. » C'est ce que j'ai fait. Je travaillais la nuit, j'économisais chaque dollar, et je suis monté dans un avion avec un sac à dos, et une lettre de bourse pour laquelle personne ne m'avait félicité. Je pensais que la distance l'aiderait à me voir. Mais la distance ne répare pas ce que quelqu'un refuse de regarder. Et ce soir de Thanksgiving, quand il a levé son verre et a dit que je prenais de l'espace, j'ai finalement compris quelque chose. Il ne me verrait jamais du tout. Mais quelqu'un d'autre était sur le point de le faire. Pendant un instant après le toast de mon père, la pièce a semblé pencher, comme si la gravité avait changé juste assez pour exposer chaque fissure que nous faisions semblant d'ignorer. Mason a ricané dans son vin. Ses enfants chuchotaient, ne comprenant pas les mots, mais reconnaissant la blague. Les yeux de ma mère restaient collés à son assiette, sa fourchette traçant la même ligne encore et encore. C'était le genre de silence qui ne protège personne. Il vous dit seulement, exactement, où vous en êtes. J'aurais dû pleurer. J'aurais dû argumenter. C'est ce qu'ils attendaient. Au lieu de cela, quelque chose en moi s'est mis en place. Calme, stable, indéniable. J'ai levé mon verre et j'ai souri. Un vrai sourire, pas celui que j'avais passé des années à perfectionner pour leur confort. Heureusement que je viens de prendre mon propre appartement, à 3000 miles d'ici, ai-je dit, laissant chaque mot atterrir avec la douceur d'une lame. Puis j'ai ajouté, ne vous inquiétez pas.
Vous n'aurez plus jamais à faire de la place pour moi. Les fourchettes se sont figées en l'air. Une chaise a grincé. Même les enfants ont arrêté de chuchoter. La mâchoire de mon père s'est serrée, pas parce qu'il se sentait coupable, mais parce que pour la première fois de sa vie, j'étais sorti du scénario qu'il avait écrit pour moi. Mason a cligné des yeux, confus, comme s'il ne pouvait décider s'il devait rire ou défendre la hiérarchie qui lui avait toujours profité. J'ai posé ma serviette, reculé ma chaise, et je me suis levé. Merci pour le dîner, ai-je dit, calme, contrôlé. Ma mère a chuchoté mon nom, à peine audible, comme si m'appeler trop fort allait attirer les tirs vers elle-même. Mais je ne partais pas pour faire une scène. Je partais parce que je voyais enfin la vérité de cette table. Qui était assis, où, qui comptait, et qui ne compterait jamais. Dehors, l'air était assez froid pour piquer. La maison des Hayes ressemblait exactement à ce qu'elle avait été durant toute mon enfance. Mais soudain, elle semblait plus petite, presque fragile. Je pouvais encore entendre leurs voix étouffées à l'intérieur. D'abord la confusion, puis l'agacement, puis le rejet. Le schéma habituel. Il se dirait que j'étais dramatique, ingrate, sensible. Mais aucun d'entre eux ne m'a suivi dehors. Alors que je conduisais dans les rues vides d'Indianapolis, les souvenirs défilaient les uns après les autres. Mason soufflant les bougies sur un gâteau qui disait « à notre étoile », tandis que mon propre anniversaire passait avec un simple dessert de supermarché. Papa faisant les 100 pas sur la touche à chaque match, mais oubliant la date de ma compétition de robotique. Maman apaisant les tensions au lieu de me défendre. Le schéma avait toujours été là. J'avais simplement arrêté de prétendre qu'il pourrait changer. Au moment où j'ai atteint l'hôtel où je séjournais, quelque chose en moi était passé de la blessure à la clarté. Quitter cette table n'était pas la fin. C'était le début d'une limite qu'il ne s'attendait pas à me voir tracer. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un fil de discussion que je n'avais pas touché depuis des mois, celui avec ma grand-mère. J'ai tapé « Je suis en ville. Est-ce que je peux te voir demain ?» Sa réponse est arrivée en quelques minutes, chaleureuse et immédiate, « Bien sûr, ma chérie. » Pour la première fois de la nuit, je me suis permis de respirer. Alors que j'étais allongé dans le noir, rejouant les mots de papa prendre de l'espace, j'ai senti quelque chose de surprenant monter dans ma poitrine. Pas de la colère, pas du chagrin, mais de la résolution. Ils voulaient croire que je n'étais rien d'autre qu'un espace vide. Ils étaient sur le point d'apprendre exactement ce que je pouvais construire avec. J'ai retrouvé ma grand-mère le lendemain matin dans un petit dîner. Elle aimait ce genre d'endroit, avec des tasses ébréchées et l'odeur de biscuits frais flottant dans l'air. Elle a fait un signe de la main dès que je suis entré, ses cheveux argentés accrochant la lumière comme quelque chose de doux dans un monde qu'il était rarement. Quand je me suis glissé sur la banquette, elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste tendu la main à travers la table, a pris la mienne, et a dit « Tu as l'air fatiguée, Nora. Pas sur ton visage, mais dans ton esprit. » J'ai dégluti difficilement. Elle avait toujours vu à travers moi avec une précision douloureuse. Nous avons parlé pendant des heures de mon travail, de Seattle, de l'appartement que j'avais finalement transformé en foyer. Elle a demandé des photos, et quand elle a vu la longue table à manger en noyer que j'avais choisie, elle a souri doucement. « Des sièges égaux », a-t-elle dit. « C'est bien, ma fille. » C'est seulement alors qu'elle a demandé « Alors, qu'est-ce qu'il a dit cette fois ?» J'ai répété le toast de papa. Ses yeux se sont fermés, et pendant un long moment, elle n'a pas parlé. Quand elle l'a finalement fait, sa voix tremblait. « Tu méritais mieux que ça depuis le jour de ta naissance. » Entendre ça de sa part, ça a frappé plus fort que l'insulte elle-même. Après le petit déjeuner, nous sommes retournés chez elle. Elle se déplaçait lentement maintenant, s'appuyant sur la rampe, mais son esprit ne s'était pas assombri du tout. À l'intérieur, l'air sentait la lavande et les vieux livres. Des photographies bordaient les murs, mariage, anniversaire, vacances, et presque aucune d'elles ne m'incluait. Pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce que personne n'avait pris la peine d'apporter un appareil photo au moment où j'existais. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et a dit doucement, « Ton père a toujours confondu le contrôle avec l'amour. Il a construit un monde où un seul enfant était autorisé à briller. Et Mason ? Eh bien, il n'a jamais remis en question la lumière des projecteurs. » Je n'avais pas besoin de répondre. Elle savait déjà. Cet après-midi-là, pendant qu'elle faisait la sieste, j'ai erré dans son salon et j'ai remarqué quelque chose sur son bureau, un dossier épais de factures, de paiements, de relevés.
Rien d'illégal, rien d'alarmant, juste la preuve silencieuse de quelqu'un qui vieillit, quelqu'un qui gère trop de choses seul. J'ai réalisé combien de décisions papa lui avait prises au fil des années, combien de choix elle avait tranquillement abandonnés pour maintenir la paix. Et j'ai su, avec une certitude que je ne pouvais expliquer, que je n'allais pas la laisser comme il m'avait laissé. Quand je suis retourné à Seattle la semaine suivante, la brume grise de la ville m'a enveloppé comme une expiration. Mon appartement semblait différent. Pas seulement un refuge, mais une déclaration. J'ai accroché de nouveaux rideaux, réorganisé les meubles, acheté des fleurs fraîches. J'ai construit une vie, un petit détail intentionnel à la fois. Au travail, les opportunités grandissaient. On me confiait des projets qui exigeaient de la précision et de longues nuits, et je livrais les résultats. Je ne m'en vantais pas. Je n'envoyais pas de nouvelles à la maison en espérant une réaction qui ne viendrait jamais. Je laissais simplement le travail parler en mon nom. Seattle n'était pas un endroit où je m'étais échappé. C'était un endroit où je me construisais. Pendant les fêtes, j'ai organisé un dîner de Noël pour les personnes qui étaient réellement là pour moi. Mon voisin qui avait réparé mon chauffage après une tempête. Mon vieux professeur qui m'envoyait encore des emails d'encouragement. Une collègue qui m'avait un jour conduite aux urgences à 2 heures du matin. Ils formaient un mélange étrange et magnifique de personnalités. Mais quand ils se sont assis à ma longue table, tous à la même hauteur, tous traités sur un pied d'égalité, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Je ne savais pas alors que les photos de cette soirée lumière chaude, visage chaleureux, moi riant au bout de ma propre table voyageraient bien au-delà de Seattle, assez loin pour atteindre Indianapolis, assez loin pour secouer les personnes même qui avaient insisté sur le fait que je prenais trop de place. L'appel est arrivé 3 jours après Noël, juste au moment où je finissais de nettoyer la dernière vaisselle. Mon téléphone a vibré avec un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Pendant une seconde, j'ai envisagé de laisser sonner, mais quelque chose l'instinct peut-être m'a dit de répondre. Mon père n'a même pas dit bonjour, il a lancé sèchement, « Toute la ville parle de toi ». Je me suis appuyé contre le comptoir, torchon en main. De moi. Ces photos, a-t-il sifflé. Ton petit rassemblement de Noël. Les gens disent que tu as remplacé ta vraie famille. Ton cousin a posté des bêtises sentimentales sur la façon dont Honora a enfin construit sa propre table. Tu as une idée de l'image que ça nous donne? C'était là. Pas de l'inquiétude, pas de la curiosité. L'image. J'ai gardé ma voix calme. Je n'ai rien posté. Tu n'avais pas besoin de le faire, a-t-il répliqué. Ces photos sont partout. Ta mère ne peut même pas aller au magasin sans que quelqu'un lui demande ce qui s'est passé entre nous. Ça ressemble à une question à laquelle tu aurais dû répondre il y a des années, ai-je dit doucement. La ligne est devenue silencieuse un instant, lourde, chargée. Puis il a dit, d'une voix basse et contrôlée, tu nous as embarrassés. J'ai failli rire. Embarrassé en ayant un dîner chaleureux avec des gens qui se souciaient assez de moi pour venir. En souriant sur une photo. En ne restant pas assise à la table des enfants pour toujours. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu une autre voix en arrière-plan. Une voix plus douce, plus âgée. Nora, ma chérie, c'est grand-mère. Ma gorge s'est serrée. Je suis là. J'ai vu les photos, a-t-elle dit, sa voix tremblant de quelque chose qui n'était pas de la colère. Ça avait l'air magnifique, chérie. Papa a coupé sèchement, maman, reste en dehors d'eux. Non, a-t-elle dit, ferme et clair. Tu as contrôlé cette famille assez longtemps. C'était comme entendre du verre se briser. Elle a continué à me parler directement. Tu as construit quelque chose de doux, quelque chose de sûr. Il n'y a aucune raison d'avoir honte de ça. J'ai fermé les yeux. Merci. Mon père a commencé à faire les 100 pas. Ses pas résonnaient fort à travers le haut-parleur. Tu penses que tu peux juste t'enfuir, faire un spectacle d'indépendance, et agir comme si nous étions les méchants? J'ai ouvert les yeux. Papa, tu as levé un verre et tu as dit à une salle pleine de gens que je prenais de l'espace. C'était une blague. Ce n'en était pas une, ai-je dit doucement. Et tu le sais. Il a pris une inspiration brusque, et soudain son ton a changé, moins d'aboiements, plus de mordant. Tu rentres pour le réveillon du Nouvel An. Nous devons régler ça. Il fut un temps où ces mots m'auraient fait me sentir obligé, coupable. Pas maintenant. Je ne reviendrai pas dans cette maison à moins que nous ne soyons assis à la même table. Des sièges égaux, pas de chef de table, pas de hiérarchie.
Si tu veux une conversation, c'est la condition. Un autre long silence. Puis il a dit, bien. Je ne m'attendais pas à ça. Le lendemain, mes parents sont arrivés à Seattle. Le coup à ma porte ressemblait à un battement de cœur, régulier, annonciateur de mauvais augure. J'ai ouvert pour voir les deux personnes qui avaient façonné mon enfance de toutes les manières douloureuses possibles. Ma mère évitant le contact visuel. Mon père essayant de cacher la façon dont son regard parcourait mon appartement, cherchant quelque chose à critiquer. Bel endroit, a-t-il dit, comme si les mots avaient un goût étrange. Je ne lui ai pas laissé le temps de gâcher le moment. Le dîner est prêt. La longue table en noyer s'étendait à travers la pièce, éclairée par des lampes douces et la lueur de la ville derrière les fenêtres. 3 chaises, toutes identiques, pas de siège de tête. Mon père l'a remarqué. Il n'a rien dit. Nous nous sommes assis. Ma mère a complimenté le repas, sa voix mince. Mon père a mangé en silence, sa mâchoire bougeant comme s'il broyait plus que de la nourriture. Il a jeté un coup d'œil aux photos sur le mur, moi avec des collègues, des amis, des voisins, mais aucune avec lui. Je ne me suis pas excusé pour ça. À mi-chemin du dîner, il a finalement parlé. Alors, tu t'en sors bien. J'ai posé ma fourchette. Oui. Et tu n'as pas pensé à nous le dire? J'ai croisé son regard. Tu n'as jamais voulu l'entendre. Il avait l'air sur le point d'argumenter, mais la voix de grand-mère au téléphone devait encore résonner dans sa tête, car au lieu d'exploser, il s'est affaissé dans sa chaise et a expiré. Peut-être qu'on n'a pas tout fait correctement. L'euphémisme du siècle. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nora, nous n'avons jamais voulu que tu te sentes moins importante. Je ne me suis pas adouci. Pas encore. Les intentions n'effacent pas l'impact. Le visage de papa s'est tendu. Nous avons protégé Mason. Il avait besoin de plus. Il avait besoin de plus parce que vous lui avez tout donné, ai-je dit. Et j'ai appris à survivre seul. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Pour la première fois, il avait l'air petit. Je n'ai pas attaqué. Je n'ai pas crié. J'ai simplement dit la vérité. La vérité que je portais comme une pierre dans ma poitrine depuis des années. Tu as dit aux gens que je prenais de l'espace, mais j'ai construit une vie à 3000 miles de toi. J'ai construit ma propre table, ma propre famille, ma propre paix. Mon père a tressailli, pas de façon dramatique, juste un léger tic de la mâchoire. Une brèche dans l'armure. Puis il a chuchoté quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Je ne savais pas comment t'aimer comme tu en avais besoin. Ma mère a tendu la main à travers la table, hésitante, tremblante. Est-ce qu'on peut essayer, même si c'est lent? Je me suis penché en arrière, les lumières de la ville derrière eux scintillant comme un battement de cœur. Je ne rentre pas à la maison, ai-je dit. Mais vous êtes les bienvenus ici pour visiter si vous vous asseyez en égaux. Si vous vous présentez comme vous ne l'avez pas fait avant. Mon père a hoché la tête une fois, raide, mais sincère. Nous essaierons. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était la première fissure dans un mur devant lequel j'avais passé ma vie entière à attendre. Quand ils sont partis, la porte s'est refermée derrière eux avec une douceur qui ne piquait pas. Cette fois, j'ai marché vers le balcon, laissant l'air froid envahir ma peau, et j'ai réalisé quelque chose. Je ne m'étais pas seulement défendu à cette table de Thanksgiving. J'avais réécrit les règles. Et pour la première fois, mon père les avait suivies. Quand le matin du Nouvel An s'est levé sur Seattle, la ville semblait lavée, propre, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Mon appartement était calme à nouveau. Pas de pas tendus, pas de conversation forcée, pas d'accusations non dites flottant dans l'air. Juste le calme, un genre de calme que je n'avais jamais été autorisé à avoir dans cette vieille maison d'Indianapolis. La visite de mes parents n'avait pas tout résolu. Elle n'avait pas effacé les années passées à me faire toute petite pour entrer dans l'espace qu'ils m'offraient. Mais quelque chose avait changé, subtil, presque fragile. Un début, pas une réparation. Plus tard cette semaine-là, ma grand-mère a appelé. Sa voix était chaleureuse, soulagée. Il m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Il n'a pas crié. Il n'a pas blâmé. Il a écouté. Je me suis appuyé contre la fenêtre, regardant le brouillard se déplacer sur les toits. Je ne sais pas ce qui va suivre. Tu n'as pas besoin de le savoir, a-t-elle dit.
Tu dois juste continuer à te choisir toi-même. Me choisir moi-même ressemblait à de petites choses, cuisiner le dîner à mon propre rythme, inviter des amis, marcher à travers la ville sans avoir l'impression de devoir mon existence à qui que ce soit. J'ai trouvé une joie tranquille à reconstruire, intentionnellement, lentement, sans excuse. Au travail, quelqu'un m'a félicité pour un projet que j'avais dirigé, et j'ai laissé le compliment atterrir sans le repousser. J'ai réalisé combien d'années j'avais répété l'humilité juste pour éviter d'être détesté à la maison. Je ne fuyais plus. Je ne me cachais plus dans un sous-sol en attendant la permission de briller. Un soir, alors que je dressais une seule assiette sur ma longue table, je me suis arrêté. Cette table avait commencé comme un symbole, une rébellion, une limite. Maintenant, c'était quelque chose de plus doux, une promesse que, peu importe ce que ma famille choisissait de faire ou de ne pas faire, j'avais construit un endroit où j'avais ma place, où je prenais de l'espace pleinement, enfin, et sans peur. La nuit du Nouvel An s'est installée sur la baie comme un rideau doux, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti complètement stable. Pas parce que ma famille avait changé, mais parce que j'avais finalement changé. Je suis sorti sur le balcon, l'air froid effleurant mon visage, et j'ai chuchoté la vérité pour laquelle je m'étais tant battu à apprendre: certains enfants rendent leurs parents fiers, d'autres se rendent libres. Si vous avez déjà dû reconstruire votre propre table, dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire est restée avec vous, abonnez-vous. Il y a plus à venir et vous ne voudrez pas manquer le prochain chapitre.